Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon où se tient l'exposition Poussin et l'amour jusqu'au 5 mars 2023. Nous sommes 3 commissaires à avoir préparé cette exposition. Nicolas Milovanovic, conservateur en chef au Musée du Louvre, qui s'y occupe des peintures françaises du XVIIe siècle. Michael Zanto, qui est maître de conférence à l'Université de la Sorbonne. Et moi-même, Ludmila Virasaminaïken, conservatrice en chef du patrimoine, qui m'occupe au Musée des Beaux-Arts de Lyon de la peinture et la sculpture ancienne. Les visiteurs de l'exposition Poussin et l'amour vont découvrir des œuvres réalisées par Nicolas Poussin tout au long de sa carrière. Le parcours débute ainsi par l'œuvre la plus ancienne que l'on connaisse de Nicolas Poussin, La mort de Chioné du Musée des Beaux-Arts de Lyon, et s'achève par l'ultime œuvre livrée inachevée au cardinal Camillo Massimi vers 1664 par Nicolas Poussin, Apollon amoureux de Daphné du Musée du Louvre. Ainsi, ce sont des œuvres de toutes les périodes qui sont représentées dans ce parcours et qui ont tout en commun de décliner les différentes modalités par lesquelles peut s'exprimer l'amour, donc des œuvres au contenu franchement érotique dans les années 20, au lendemain de l'installation de Nicolas Poussin à Rome en 1624, des œuvres qui s'enrichissent au fil de la carrière de Poussin, au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge et que l'artiste s'aguerrit, d'une dimension plus réflexive, plus métaphysique. L'une des particularités de cette exposition, c'est de montrer beaucoup d'œuvres conçues dans les années 20, au lendemain de l'installation à Rome, donc des œuvres qui sont peu connues, qui pour certaines ont intégré le corpus de l'artiste à une date assez récente. Et c'est un Nicolas Poussin très séduisant et séducteur que nous proposons d'envisager à travers cette exposition. Un Poussin qui exprime tout son plaisir de peindre à travers des œuvres qui sont très sensuelles, à la fois par le sujet dont elles traitent, mais aussi par le traitement qui leur est appliqué. Poussin est considéré comme un peintre philosophe. C'est un peintre difficile de par les sujets, tirés de la mythologie, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, sujets tirés de l'histoire sainte, de la Bible. Et si on n'a pas la connaissance des divinités, de ces textes sacrés, on a du mal à entrer dans son univers. Dans l'exposition, nous avons voulu montrer un Poussin plus accessible, un Poussin qui témoigne du pur plaisir de peindre, d'une sensualité de touche et d'un univers mythologique aussi plus accessible. C'est celui de l'Arcadie, donc une région qui est une sorte de paradis terrestre, peuplée de nymphes, de satyres, où l'homme et les dieux vivent en harmonie avec la nature, où ils se préoccupent de l'amour, des plaisirs. Et donc c'est un univers beaucoup plus engageant, beaucoup plus simple et en même temps fascinant. Et donc c'est vraiment le cadre de la plupart des tableaux qui sont présentés dans l'exposition. Et si on s'approche des tableaux, on constate vraiment cette qualité de la facture, la sensualité de la touche, une touche qui est coulante, qui montre que Poussin avait un plaisir à peindre, avait le geste, avait cette immédiateté dans l'exécution de ces tableaux, et donc c'est vraiment un Poussin peintre qu'on présente dans l'exposition. Alors, la réception de la peinture licencieuse de Nicolas Poussin au XVIIe siècle est une réception sans doute complexe et paradoxale. Alors complexe, il faut savoir que Nicolas Poussin arrive à Rome en avril 1624 et durant au moins 6 années, il va consacrer son pinceau à l'érotisme, à la volupté des corps, à l'amour, au désir, et c'est la preuve que cette peinture qui chante la beauté des corps, l'amour, la licence, la sexualité, est une peinture qui suscite la curiosité des amateurs. Donc, manifestement, Poussin est admiré, salué, même si malheureusement on n'a pas de texte qui met en scène l'amour et la folie ou la curiosité que les amateurs ont pu avoir de l'œuvre de Poussin. Quoi qu'il en soit, tout indique que sa peinture a été très très bien reçue donc, à son arrivée à Rome, puisqu'il a consacré durant plusieurs années son pinceau à traduire la beauté des corps. Je dis complexe parce que certains ont admiré sa peinture, mais d'autres l'ont détesté. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'est un contexte de réforme catholique. Donc on est dans une Europe de reconquête religieuse, donc dans une Europe très prude. Et il y a évidemment beaucoup de gens qui n'acceptent pas ces nudités. Le Concile de Trente
les critiques les refusent. Les peintres doivent renoncer à représenter des nudités dans leurs œuvres, et Poussin fait tout le contraire. Il montre non seulement des nudités, mais dans des attitudes extraordinairement provocantes. Donc on a 1000 récits de réactions extraordinairement violentes face à des nudités. Le duc Mazarin, par exemple, qui va, à coups de marteau, détruire les statues antiques de sa collection qu'il jugeait trop provocantes. Et en ce qui concerne Poussin lui-même, on a un certain nombre de sources qui nous disent que ces tableaux étaient soit vandalisés, découpés, vous voyez, pour garder que la partie, on va dire, digne, convenable, en enlevant peut-être la partie basse du corps de Vénus, où on voit, pour citer l'un de ces amateurs et en même temps vandales, ne pas voir le nu du nid d'amour. Donc vous voyez, les termes sont aussi très éloquents. Et puis, en étudiant les tableaux, on se rend compte qu'un certain nombre ont des lacunes importantes dans des zones sensibles, évidemment, les fesses de Vénus notamment. Ça, on l'a découvert, c'est des choses qu'on a découvert en travaillant sur l'exposition. Ce tableau, par exemple, on a plusieurs cas, mais ce tableau a été endommagé, et ce n'est sans doute pas un hasard s'il a été endommagé précisément au niveau du fessier de Vénus. Une Vénus, vous voyez, endormie. Là, vous avez un bel exemple de volupté. Le corps, vous voyez, qui se prélasse dans son sommeil. Vous voyez, c'est un sommeil sensuel, voluptueux. Le corps est abandonné. On peut admirer la beauté de son corps, notamment, évidemment, ses fesses, ses seins, et la partie qui a été endommagée, parfaitement restaurée, merveilleusement restaurée, c'est le fessier. Donc quelqu'un a donné un coup de poing dans la partie inférieure du corps de Vénus. Et là, ça montre que toute l'ambiguïté de la réception de Poussin, admiration, fascination, mais parfois aussi détestation, au point d'endommager un tableau. Alors vous voyez, donc réception complexe, je dirais aussi paradoxale, parce qu'il est frappant de voir, et ça on tente à l'oublier, que Nicolas Poussin, lorsqu'il arrive à Rome, il va être salué par le caractère érotique de sa peinture, même si on n'en a pas de traces écrites, mais tout l'indique. Mais très rapidement, on va vouloir oublier cet artiste érotique. Donc il faut savoir, vous voyez, que le grand historien de l'art français, André Philibien, c'est le premier historien de l'art français qui va relater une histoire de la peinture de 1666 à 1688, 20 ans d'écriture de l'histoire de l'art, et il va consacrer un entretien, un ouvrage entier à Nicolas Poussin. Et dans son grand récit, vous voyez, à la gloire de Poussin, il n'évoquera jamais sa peinture érotique. Vous voyez, ce peintre-là n'a pas sa place dans une histoire de la peinture. Vous voyez, à la fois réception complexe, mais aussi paradoxale. Vous voyez, à la fois cette peinture voluptueuse a contribué à la gloire de Poussin à son arrivée à Rome, mais très rapidement, on a voulu oublier ce Nicolas Poussin parce qu'il ne pouvait pas trouver sa place dans une histoire de la peinture française. Le point de départ de l'exposition, c'est l'ancrage désormais avéré de Nicolas Poussin à Lyon, en tout cas une histoire commune que la ville de Lyon et Nicolas Poussin ont eue, puisque l'on savait, notamment via le témoignage de ses biographes, à commencer par celui de Bellori, que Poussin avait séjourné à Lyon lors de la deuxième tentative de rejoindre Rome qui échoua et qui le vit revenir en 1622 à Paris. Passeri parle lui de plusieurs années, et aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous estimons qu'entre 1619 et 1622, Nicolas Poussin séjourne à Lyon. Nous avons même redécouvert récemment un contrat de location. Nous savons qu'il a loué une chambre à 2 pas du musée, rue Désirée, donc au bas des pentes de la Croix-Rousse. Et une œuvre en particulier, La mort de Quionnet, acquise en 2016 par le Musée des Beaux-Arts de Lyon, témoigne de cet ancrage, puisque c'est une œuvre qui a été peinte à Lyon pour un Lyonnais par Nicolas Poussin aux environs de 1622. Le premier tableau que les visiteurs de l'exposition Poussin et l'amour découvrent est cette mort de Quionnet, point de départ de l'exposition, puisque les expositions du Musée des Beaux-Arts de Lyon font habituellement écho à l'actualité des collections. Et cette exposition a été décidée suite à l'acquisition en 2016 de ce tableau exceptionnel à plus d'un titre, un tableau qui est apparu en 1995 et qui a été attribué à Poussin de manière très audacieuse pour l'époque par Denis Mahon et Pierre Rosenberg. Audacieuse, mais avec beaucoup d'à-propos, puisque c'est un tableau qui nous propose d'envisager Nicolas Poussin sous un jour que l'on commence à peine à appréhender,
en particulier grâce à cette œuvre, qui est le Nicolas Poussin d'avant Rome, avant l'installation à Rome en 1624, avant le retour à Paris en 1622. Donc un Nicolas Poussin qui est peu connu, qui n'est connu qu'à travers cette œuvre et une autre conservée en Belgique, à Stirbeck, et un Nicolas Poussin qui, dès cette date, s'intéresse à la thématique amoureuse et puise son sujet dans les Métamorphoses d'Ovide. Alors c'est un sujet rare que celui de la mort de Chioné, que l'on trouvait auparavant, avant que Nicolas Poussin ne le peigne, essentiellement dans les recueils illustrés des Métamorphoses, et lui-même a beaucoup puisé dans ces recueils, qu'il s'agisse de la Métamorphose d'Ovide, publiée par Jean de Tourne à Lyon en 1557 et illustrée par Bernard Salomon, ou celle de Tempesta, qui reprend les vignettes de Salomon en 1606. La jeune Chioné est d'une beauté telle que deux dieux s'en éprennent, Apollon et Mercure. Les deux dieux vont violer la jeune femme, la jeune fille, et de ces unions contraintes, deux fils vont naître, des jumeaux, Autolycos, le fils de Mercure, et Philamon, le fils du dieu Apollon. La jeune et belle Chioné a le malheur de se vanter de sa beauté et même d'être supérieure en beauté à la déesse Diane, et elle est punie par où elle a péché par orgueil, par la langue, par la parole. Et de fait, la déesse lunaire, Diane, darde une flèche dans sa langue, et Ovide nous dit, elle perd d'un même mouvement et sa voix et son sang et la vie. Donc vous voyez ici que Poussin n'a pas choisi de traiter le drame en lui-même, la déesse Diane en train de décocher cette flèche et Chioné en train de succomber. C'est le moment d'après qui l'intéresse dès cette date. Le peintre des affetti, des affects, des réactions émotionnelles déploie ici toute cette gamme des émotions à travers la peine, l'affliction du père de Chioné, Dédalion, que vous voyez debout, entouré des deux enfants de Chioné, Autolycos et Philamon. Nous retrouvons Dédalion, ce père éploré, ici, en train d'être métamorphosé sous la forme d'un épervier, puisque voulant rejoindre sa fille dans la mort, éperdu de douleur qu'il est, il s'apprête à sauter du haut du mont Parnasse, et Apollon, pour lui épargner la mort, le transforme en épervier. Alors c'est un tableau passionnant, non seulement parce qu'il permet de découvrir Poussin à Lyon, mais aussi parce qu'il nous permet de voir quel est le répertoire visuel dont le peintre peut jouir à cette époque. On sait qu'en 1618, il avait déjà tenté de rejoindre Rome, avait dû s'arrêter à Florence, à Mantoue aussi, très, très sûrement. Et c'est une œuvre qui témoigne à la fois de sa connaissance de l'art de Fontainebleau, des grands nus couchés italiens, vénitiens en particulier, notamment par le biais des gravures qu'il a pu voir chez Alexandre Courtois, le valet de chambre de Marie de Médicis. Mais aussi a-t-il sûrement vu des œuvres à Florence qui l'ont impressionné, ou à Mantoue, telles que le Vénus, l'amour endormi et un satyre du Corrège, que vous pouvez voir au Louvre, ou peut-être une œuvre du Caravage, L'amour endormi, qui date de 1608 et qui était à Florence tout à fait visible lorsque le peintre y a séjourné. Donc nous sommes face à l'une des icônes poussinesques, l'inspiration du poète. C'est l'un des tableaux phares du Louvre, par sa monumentalité, par le fait aussi qu'il ait fait la couverture du Lagarde-et-Michard, qui était le manuel qui introduisait au grand texte classique, à Racine, à Molière. Et Poussin ici est aussi évidemment le grand maître du classicisme, avec les trois figures monumentales, la muse qui est Euterpe, le dieu Apollon, évidemment, qui préside à l'inspiration, et puis le poète qui regarde vers le ciel, d'où il puise l'inspiration. C'est aussi un tableau qui a bénéficié d'une restauration importante au musée du Louvre en vue de l'exposition à Lyon, restauration qui a permis de dévoiler l'intensité du coloris, la qualité, la beauté du coloris qu'on ne voyait plus sous les vernis jaunis, altérés. On a retrouvé les bleus, vous voyez ces bleus si profonds, si beaux, qui sont
issu du lapis, qui est le pigment le plus précieux, mais aussi le plus éclatant, ces contrastes, la qualité des chairs qu'on a retrouvé des nudités qui étaient masquées par des voiles, comme souvent dans les tableaux que nous présentons à l'exposition, ces nudités ayant choqué, elles ont souvent été recouvertes, et là on a eu l'audace au cours de la restauration d'enlever ces repeints anciens, repeints de pudeur on les appelle, pour retrouver, vous voyez, ces chairs savoureuses qui participent encore à ce pouvoir séducteur d'un tableau comme celui-ci. Donc on avait le Poussin classique, on le savait, et au fur et à mesure que la restauration avançait, on découvrait aussi un Poussin émouvant, un Poussin sensuel, un Poussin amoureux, et ce tableau est désormais une icône du coloris qui nous montre Poussin en tant non seulement maître du dessin, on le savait, mais aussi grand maître du coloris. Alors, quels sont les clients admirateurs de cette peinture licencieuse du XVIIe siècle? Question difficile parce que malheureusement on manque encore de documents, d'archives, d'où l'importance aussi des recherches pour parvenir à identifier ces amateurs de cette peinture licencieuse, mais néanmoins on a quelques éléments qui nous permettent de comprendre que le public c'est un public savant, un public d'amateurs d'art, un public d'érudits, des curieux de peinture, des savants, mais également des cardinaux. N'oublions pas que nous sommes à Rome, que les grands collectionneurs à Rome, ce sont des cardinaux, et les cardinaux sont tout particulièrement friands, vous voyez, de cette peinture licencieuse. On tendrait à penser qu'elle n'a pas sa place, vous voyez, dans la collection d'un cardinal, ou en tout cas dans des amateurs qui gravitent autour de la cour du pape. Ces grands amateurs d'art, fussent-ils issus, vous voyez, de la curie romaine, aiment la peinture de manière générale et aiment également la peinture licencieuse. Alors pour preuve, vous avez par exemple le cardinal Massimi qui possédait tout un ensemble de dessins de Nicolas Poussin, dont certains extrêmement érotiques. Vous avez des scènes de volupté, d'échange, de rencontre des corps dans une forme très crue. Et le cardinal Massimi, vous voyez, n'opère pas de censure. Vous voyez, ce dessin a sa place dans sa collection. De même, Cassiano dal Pozzo, qui était le secrétaire de la famille Barberini, la famille papale, c'est un des principaux secrétaires de cette famille. Cassiano dal Pozzo, personnage extraordinaire, amateur d'art, fasciné par l'art antique, la recherche antique, mais également amateur de peinture contemporaine, et son peintre privilégié, préféré, il s'agit du secrétaire du pape, c'est Nicolas Poussin. Il possédait une quarantaine de tableaux originaux de Poussin, collection fabuleuse, toute une série de chefs-d'œuvre, dont des tableaux de manière évidente licencieux. Et donc, alors parmi ces chefs-d'œuvre de la licence, vous avez ici un tableau qui provient des collections de Cassiano dal Pozzo, Vénus et Adonis, cette belle histoire d'amour, vous voyez, entre la déesse de la beauté et la déesse de l'amour, et ce jeune garçon, un chasseur dont elle tombe éperdument amoureux. Et ici, Poussin ose représenter l'enlacement des corps. Vous voyez, là, aucun artiste oserait représenter le corps de Vénus de manière aussi sexuelle, aussi érotique, aussi licencieuse. Vous avez ici, vous voyez, ce corps qui se retourne, on voit un détail de rouge, vous voyez, sur la bouche de Vénus, mais également ici, l'artiste va se plaire à restituer les fesses de Vénus, mais même au-delà des fesses de Vénus, le fameux nid d'amour, vous voyez, qui avait dérangé, qui dérangera l'Homénie de Brienne. Et ce tableau était destiné à trouver sa place dans la collection de Cassiano dal Pozzo. Il est donc amateur d'art, secrétaire de la famille papale. Quoi qu'il en soit, ce tableau est un objet de délectation pour ces amateurs. Alors, on pourrait être surpris que la licence puisse trouver sa place avec autant de facilité dans ces grandes collections. N'oublions pas que ce sont des amateurs d'art et qu'ils aiment la peinture, quel que soit le sujet. Ils y voient avant tout un chef-d'œuvre de l'art. Ils admirent la technique de Poussin, voluptueuse, onctueuse, intelligente. Mais il faut aussi savoir que cet amour, qui peut nous sembler licencieux, dans ces milieux érudits, c'est un amour d'essence néoplatonicien. C'est-à-dire que certes c'est licencieux, certes il est question de sexualité, mais dans la tradition néoplatonicienne, l'amour est le premier seuil qui donne accès à l'amour spirituel. Et il faut commencer par l'amour sensuel. Alors il ne faut pas rester au niveau de la peinture sensuelle, mais c'est une porte d'accès aux vérités supérieures, et donc il faut aussi admirer la beauté des corps pour pouvoir atteindre cet autre amour,
l'amour spirituel, l'amour céleste. Et donc, en quelque sorte, vous voyez, cette licence qui devrait être interdite pour les intellectuels, pour les érudits, c'est une peinture que l'on peut regarder parce que c'est une porte d'accès à cet autre amour qu'il faut atteindre. Donc là, nous sommes face à l'une des œuvres les plus érotiques de Poussin. On est vraiment là au cœur du Poussin érotique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Vénus qui est endormie. Et regardez sa main, elle est clairement en plein rêve érotique. Donc il faut quand même oser peindre la déesse de la beauté et de l'amour en plein rêve érotique. Et évidemment, elle suscite le désir qui s'incarne dans le regard du satyre. Vous voyez, le satyre qui lui-même est le symbole de la pulsion, de la concupiscence. Hein, c'est vraiment le désir dans ce qu'il a de plus charnel. Et il est en train de s'approcher, d'enlever pour mieux voir le drapé de Vénus. Hein, vous voyez, il est courbé, on le sent crispé et focalisé sur son objet. Et l'amour qui accompagne Vénus a l'air presque gêné par le geste du satyre. Et enfin, le deuxième satyre ne perd rien non plus du spectacle, mais il s'est dissimulé derrière un tronc d'arbre. Il reste que si on regarde son bras, vous voyez, on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit ce qu'il est en train de faire. Donc on voit finalement dans ce tableau jusqu'où est allé Poussin. Il est vraiment allé très très loin. Encore une fois, un moment où tout cela a été inacceptable, a été absolument condamné. Et donc l'audace d'un peintre amoureux, l'audace d'un peintre véritablement érotique. Ces tableaux ultra érotiques, on peut le dire, de Poussin, ont plu. Poussin les a vendus. Ça lui a permis, au cours de ses premières années romaines, d'émerger dans ce milieu très concurrentiel des peintres romains. Et ces scènes ont eu un tel succès qu'il les a parfois répétées à 1, 2, 3 reprises. Hein, donc là aussi, il faut casser le mythe du Poussin qui ne se répète jamais, il le dit lui-même, et c'est vrai dans une certaine mesure parce que chacune des versions a des différences, c'est plus des variations que des répétitions, mais ce sujet, on le retrouve plus ample, plus développé, le paysage acquiert davantage d'importance dans une composition qui est aussi à l'exposition, qui est conservée à la Kunsthaus à Zurich et qui montre effectivement les mêmes personnages. Ce tableau représentant Renaud et Armide fait doublement exception à l'échelle du parcours de notre exposition Poussin et l'amour, puisque tout d'abord, son sujet n'est pas tiré des Métamorphoses d'Ovide. Il s'est inspiré de la Jérusalem délivrée du Tasse, Torquato Tasso, un texte fondateur édité en 1581 à Ferrare, un roman chevaleresque qui emprunte autant à Virgile qu'à Homère, avec des accents surnaturels. Il y a beaucoup de péripéties dans ce récit qui se déploie durant 20 chants pendant la première croisade, qui vise à reprendre Jérusalem sous l'égide de Godefroy de Bouillon. Alors la source diffère dans ce cas, et l'autre différence fondamentale entre cette œuvre et la plupart de celles que vous découvrirez dans l'exposition, c'est que le peintre a choisi ici de mettre en scène le sentiment et le désir amoureux d'une femme, Armide, une magicienne sarrasine, fille du roi de Damas, qui, alors qu'elle s'apprêtait à donner la mort à ce chevalier franc, Renaud, est saisie par la beauté de ce jeune homme, en tombe éperdument amoureuse, et lui laisse la vie sauve. Alors ici, les rôles sont inversés par rapport à la plupart des tableaux que vous verrez dans cette section consacrée au corps désiré, puisqu'il n'y a plus de satyre voyeur, c'est une femme qui observe, c'est la magicienne sarrasine, et le corps du chevalier franc épouse les mêmes courbes que les belles endormies, ces nymphes, ces Vénus qui étaient figurées au premier plan des tableaux de Poussin. Alors quelle est la place de la figure et du thème de Bacchus dans l'œuvre de Poussin? Une grande question parce que sa place est centrale.
Poussin ne cessera de représenter la figure de Bacchus, le thème de Bacchus, les temps de vie de Bacchus, la naissance de Bacchus, la nourriture de Bacchus, mais aussi le triomphe de Bacchus. Tant d'épisodes, vous voyez, où on consacre la figure de Bacchus, mais pas seulement Bacchus, aussi tous les thèmes associés à Bacchus et les fameuses bacchanales, vous voyez, ces festivités en l'honneur de Bacchus. Alors pourquoi, vous voyez, cette récurrence du thème de Bacchus dans l'œuvre de Poussin? Pour une raison principale, Bacchus, c'est le dieu de la fécondité, c'est le dieu de l'abondance, c'est le dieu de la fertilité. Il est associé aussi au plaisir sexuel, l'abondance de la nature, cette nature qui se régénère, mais comme les corps aussi qui se régénèrent par les étreintes, par les relations amoureuses. C'est aussi le dieu de l'excès, du trans, c'est le dieu aussi de l'inspiration créatrice, vous voyez, donc une figure très importante dans la mythologie et une figure très importante pour Poussin. Alors ce qui est intéressant, c'est que Poussin associe à Bacchus deux univers spécifiques, à la fois la nature, l'Arcadie. C'est le Bacchus, il l'associe à la nature, à la belle nature, le lieu de la volupté, le lieu du plaisir, le lieu de la récréation, la bacchanale du Louvre, la bacchanale où il est question à nouveau de plaisir, de musique, de récréation, de douceur, de volupté. On croit voir presque un Watteau avant Watteau, vous voyez, les questions ici, vous voyez, de prélassement dans la nature. Et à l'extrême gauche, un Bacchus. Vous voyez, Bacchus est là, endormi sur un lit de raisin. Thème de la nature, thème de l'Arcadie, de l'otium, du temps de plaisir. Et je disais que Poussin associait Bacchus à deux thèmes principaux, à la fois la nature, mais aussi le thème du vin. Le vin est omniprésent dans l'œuvre de Poussin et évidemment dans des sujets bachiques. N'oubliez pas que Bacchus, le dieu de la volupté, le dieu de la fécondité, le dieu de la fertilité, mais aussi le dieu de l'ivresse. C'est le dieu qui a inventé le vin, c'est l'inventeur du vin, c'est le dieu de l'ivresse. Et Poussin n'oublie jamais, vous voyez, l'importance du vin. Il est toujours question de vin dans l'œuvre de Poussin dès lors qu'il aborde la figure de Bacchus. Et au cœur de la composition, que voyez-vous ? Et donc un sylvain, donc une figure associée au bacchanal, un sylvain qui tient un cruchon de vin, où il est en train de verser du vin, c'est une bacchanale, c'est un temps de réjouissance, mais à la gloire du vin, et vous avez un Bacchus endormi sur un lit de raisin, endormi aussi, mais assoupi, vous voyez, dans le sommeil même de l'ivresse. Alors pourquoi le vin, pourquoi ce vin est aussi présent dans son œuvre? Le vin au XVIIe siècle, mais à la Renaissance, est considéré même sous l'Antiquité comme un médicament. Vous voyez, c'est un médicament, c'est un fortifiant qui contribue à la vigueur des corps, mais aussi à l'intensité des rapports amoureux. Vous voyez, donc il faut boire du vin, mais il ne faut pas trop en boire. Vous voyez, donc il faut aussi être modéré. Si on boit trop, le corps se délite, s'affaisse, vous voyez, donc là, il ne préside pas à la rencontre des corps. Regardez ce Poutot, il a trop bu, vous voyez, donc il ne s'est pas endormi simplement parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il a trop bu. Quand on boit trop, on s'endort, vous voyez, il n'est plus question d'amour épanoui, mais si on boit modérément, en revanche, le vin contribue à l'échange des corps. Donc Poussin s'intéresse à la figure de Bacchus pour deux raisons, parce que c'est l'occasion de chanter la beauté de la nature, cette nature délicieuse, ce temps de paix, ce temps d'otium, ce temps de rencontre des corps, mais c'est aussi l'occasion aussi de traiter de cette boisson très spécifique, presque mystérieuse, le vin, vous voyez, qui est effectivement contribue aussi bien au sommeil, vous voyez, au sommeil abandonné, absolu, mais aussi à l'excitation et à l'excitation sexuelle. Alors Midas et Bacchus de Nicolas Poussin, chef-d'œuvre de Poussin, un chef-d'œuvre absolu. Et j'évoquais tout à l'heure l'importance du thème bachique dans l'œuvre de Poussin et sa complexité et la récurrence de deux thèmes qui sont associés à la figure de Bacchus, le thème de la nature, de la volupté, mais également le thème de l'ivresse. Et ce tableau résume en quelque sorte, vous voyez, c'est ce double thème qui hante l'œuvre bachique de Poussin. Tableau complexe, presque étrange, puisque vous avez au premier plan une figure de la volupté, une bacchante. Et peu d'artistes ont osé représenter un nu avec autant de naturalisme.
là, c'est frappant à noter la chevelure, par exemple, de la Bacchante, chevelure voluptueuse, presque sexuelle. Vous voyez, donc on a ces ondulations de la chevelure. On pense presque à Baudelaire, hein, la chevelure de Baudelaire. On pense aussi à Courbet. Vous voyez, on ne peut pas ne pas penser à Courbet quand on voit ce nu. C'est dire la modernité de Poussin. Poussin ose, vous voyez, ce nu voluptueux au premier plan, elle s'endort, mais ce n'est pas, vous voyez, un sommeil absolu, c'est un sommeil érotique, c'est un sommeil de volupté. Et au-dessus d'elle, Bacchus. Bacchus, cette fois-ci naturaliste, mais presque enfermé dans un corps apollinien, vous voyez, donc un corps presque antique, parfaitement dessiné, comme un contraste, vous voyez, entre à la fois la stature et la statue de Bacchus et cette Bacchante voluptueuse au premier plan. Alors qu'est-ce à dire ce tableau? Oui, un tableau relativement complexe et étrange. Vous avez Midas, vous voyez, Midas qui vient implorer Bacchus. Hein. Tout le monde connaît l'histoire de Midas et Bacchus, mais il est important de la rappeler, cette histoire. Midas a eu la bonne idée d'accueillir le précepteur de Bacchus. Alors quel est le précepteur de Bacchus? C'est Silène. Silène, c'est un compagnon de Bacchus, c'est son précepteur, et son précepteur, souvent ivre, c'était Égaré. Égaré, et Midas l'accueille, cet homme égaré, il va ramener à Bacchus son précepteur. Et Bacchus va vouloir remercier Midas. Pour le remercier, il va lui offrir un don. Midas, que désires-tu pour te remercier de m'avoir rendu mon précepteur? Silène, que veux-tu que je te donne? Et Midas, bien imprudent, veut de l'or. Et donc il demande à pouvoir transformer tout ce qu'il touche en or. Erreur fatale, parce que bien entendu, Midas rapidement va comprendre que c'est bien que d'avoir de l'or, mais dès lors qu'on touche tout et que tout se transforme en or, on va bientôt mourir, puisqu'il ne peut plus se nourrir, parce qu'il ne peut plus boire, comprend que ce don est un don mortifère, que ce don va l'amener à la mort, et par conséquent, il va retourner voir Bacchus et il va l'implorer. Il va lui dire « Je vous supplie, délivrez-moi de ce don ». Bacchus, le Dieu généreux, vous voyez, le Dieu de la fécondité, n'est pas un Dieu de la sévérité ici, il le pardonne, il lui dit « je vais te défaire de ce don bien malencontreux, il va falloir que tu ailles à la source du Pactole, cette rivière, vous voyez, donc, qui s'écoule dans ce paysage arcadien, et lave-toi à la source, la source du Pactole, nettoie-toi de ce don mortifère ». Poussin représente l'épisode à l'arrière-plan où on voit Midas se laver à la source du Pactole et une fois lavé, il sera libéré de ce don. Et Midas va revenir voir Bacchus et le remercier de l'avoir libéré de ce don. Donc réflexion, vous voyez, sur, en quelque sorte, le désir aveugle de Midas pour l'or. Pourquoi donc associer, vous voyez, ce mythe de Midas avec ce temps de volupté? C'est une invitation à réfléchir. Midas, que désire-t-il? Quel est le don qu'il estime être le plus précieux? C'est transformer les choses en or. Midas est au cœur de ce temps de volupté, cet Éden, cette Arcadie. Il y a de l'amour, il y a du vin, il y a du plaisir. Le vin s'écoule, Silène est ivre. Un Poutot qui s'est endormi par ses excès, mais quoi qu'il en soit, le vin est bien présent. La nature est sublime, Midas, manifestement, est aveugle. Il n'a rien vu de ce que lui donnait à voir la nature, le plaisir, la sensualité, la rencontre des corps. À l'issue de cette expérience, Midas a compris qu'il avait été aveugle, qu'il avait désiré du pouvoir, désiré de l'or, désiré posséder, vous voyez, être un propriétaire, un homme riche. Il a compris que désormais, ce qui était le plus important, c'était la nature. Et lorsqu'il retourne voir Bacchus, il l'informe que désormais, sa vie sera consacrée à la nature. Et donc, c'est un Midas, vous voyez, qui est en quête d'or, mais à l'issue, il comprend que son désir d'or est un désir, évidemment, néfaste, funeste, et que le plus important, c'est bien entendu de contempler la nature et de regarder la beauté de la nature, mais également aussi la beauté de l'art. Voici un très bel exemple de Poussin faisant une variation. Il y a même d'ailleurs une troisième version dont nous avions obtenu le prêt, qui est au musée Pouchkine, donc à Moscou. Et évidemment, en raison du déclenchement de la guerre, le prêt n'a été donc pas possible. Mais néanmoins, on peut comparer deux versions très proches, celle de Dublin et celle du Prado, d'un sujet qui montre une nymphe avec un satyre buvant qui est très certainement Pan, puisqu'on découvre la flûte de Pan et le bâton recourbé suspendu à l'arbre.
ce qu'on n'a pas d'ailleurs dans l'autre version. Donc, vous voyez des différences. Quand je dis variation, Poussin ne se répète pas, ne se copie pas à l'identique, mais fait de petits changements, de petites modifications. Le tableau de Dublin est aussi très intéressant car la grande nudité de la nymphe a gêné par son érotisme, par sa charge érotique, et a été vandalisée. On a une lacune très importante sur le fessier qu'on discerne à l'œil nu. Lorsqu'on se rapproche, on voit la différence de texture. Ça a été retouché de manière illusionniste, mais néanmoins on peut discerner la grande lacune. Donc encore un tableau qui a choqué. Alors si on compare les deux tableaux, la facture est différente. Beaucoup plus mat pour le tableau de Dublin, beaucoup plus fluide, coulante, matière coulante pour le tableau du Prado. Et lorsque, au moment du vernissage, au moment où les spécialistes, les connaisseurs de Poussin sont venus, on a eu une discussion très intéressante sur le caractère autographe, notamment de la version du Prado, car plusieurs spécialistes nous ont dit, alors le tableau de Dublin, effectivement, c'est un chef-d'œuvre et désormais l'attribution est incontestable. Elle a été contestée par le passé, comme l'attribution de beaucoup de tableaux qui sont dans l'exposition, car on ne jugeait pas Poussin capable de peindre tant de nudité avec tant d'érotisme. Et là, la version du Prado semble étrangère à la main de Poussin. Débat très intéressant, c'est aussi pour ça qu'on fait des expositions, pour permettre de voir et de comparer ces œuvres moins connues du maître. Alors, que faut-il en dire, Eh bien, moi je laisse tous les visiteurs de l'exposition se faire une opinion par eux-mêmes. Moi, j'ai acquis ma propre conviction qui est que c'est bien un tableau de Poussin, même si la facture est effectivement très différente, plus fluide, avec vraiment un esprit différent, mais néanmoins poussinesque. Mais ce sera à vous de juger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ce Poussin nouveau qu'on montre, on n'a pas voulu le voir. Dans les études encore récentes, par exemple, le grand catalogue raisonné de Poussin, publié par un grand spécialiste anglais, qui est Sir Anthony Blunt, en 1966, vous voyez, qui fait référence encore aujourd'hui, eh bien, la plupart des tableaux, et en tout cas les tableaux les plus érotiques, c'est de là, d'autres dans l'exposition, provoquant, le tableau de Londres, le tableau de Zurich, étaient refusés pour la raison même qu'ils étaient considérés trop érotique, presque pornographique, vous voyez. Donc, Sir Anthony Blunt, le grand spécialiste anglais, qui a fait la grande expo Poussin de 1960, disait « c'est précisément parce qu'ils sont trop érotiques et presque vulgaires que ces tableaux ne peuvent pas être de la main de Poussin ». Et donc, ces tableaux étaient refusés, car on ne voulait pas voir ce Poussin érotique. Et donc, peu à peu, c'est vraiment un travail de concertation des spécialistes, des amateurs de Poussin, d'études et d'expositions comme celle-ci, qui permet de réintégrer dans le corpus tous ces tableaux et donc de reconstituer ce Poussin amoureux et érotique. On le sait, dans la littérature et l'imaginaire occidental, les histoires d'amour finissent mal en général. Et c'est le cas dans les grands récits tels que Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, mais déjà dans les Métamorphoses d'Ovide. L'amour, en soumettant les dieux comme les mortels à son empire, entraîne immanquablement leur perte, donc des morts qui sont certes sublimées par le biais de la métamorphose, qu'il s'agisse de la mort de Narcisse qui se retrouve transmuée en Narcisse, en fleur portant son nom, l'anémone à travers laquelle Adonis continuera à vivre, ou encore le fleuve dans lequel Assis est transformé. Au début de la carrière de Nicolas Poussin, à travers l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Lyon, La mort de Chioné, on sait que la mort coexiste d'ores et déjà avec l'amour dans son œuvre. Par la suite, après l'arrivée à Rome en 1624, les œuvres peintes durant cette décennie 1620 font l'objet d'une légère inflexion. Il y est moins question dans le traitement comme dans le contenu du déchaînement de ces émotions et de ces drames. La mélancolie, la tendresse, parfois le romantisme occupent davantage de place dans ces œuvres. Et plus l'homme avance en âge, plus le peintre est aguerri, plus ces œuvres se retrouvent dotées d'une dimension méditative, philosophique. On retrouve notre peintre poète qui prend aussi la dimension de peintre philosophe à travers des œuvres telles que La mort de Pyramétis Bey.
paysage de tempête avec Pyrame et Thisbé, autre chef-d'œuvre de Nicolas Poussin, le chef-d'œuvre du musée de Francfort, tableau monumental, il faut le rappeler, les dimensions, parfois elles sont difficiles à mesurer, 3 mètres sur 2 mètres environ, oui, tableau, un des plus grands paysages que Nicolas Poussin ait jamais réalisé, et paysage qu'il dessine à nouveau à l'un de ses amis chers, Cassiano dal Pozzo, et celui qui possédait également ce tableau très érotique, Les Amours de Vénus et Adonis, dans sa version sulfureuse. Ici, c'est une toute autre version, un tout autre aspect de l'amour, tableau plus tardif aussi, il faut savoir que ce tableau a été peint en 1651, Nicolas Poussin est désormais en quelque sorte un vieil homme, il rentre dans l'âge de la vieillesse, réfléchit toujours sur l'amour, mais aussi sur les dangers de l'amour, et il s'agit sans doute d'un des tableaux peut-être les plus sombres, les plus funestes sur le thème de l'amour. Il est question dans la tradition iconographique des amours de Pyrame et Thisbé. Je dis tradition iconographique, elle est importante parce que depuis le Moyen-Âge, les amours de Pyrame et Thisbé sont relatés précisément pour illustrer non pas en soi la beauté de l'amour, mais la dangerosité de l'amour. Le fol amour, c'est l'amour fou, l'amour déraisonné, le fol amour, l'amour qui conduit à la mort, l'amour mortifère. Vous voyez, donc il est question ici de cet amour fou, déraisonné. Alors, à nouveau, Nicolas Poussin se nourrit des métamorphoses d'Ovide. Il illustre une fable des métamorphoses d'Ovide en réinventant en quelque sorte l'arrière-plan, puisque Ovide n'évoque en rien cet arrière-plan de tempête, c'est une invention de Nicolas Poussin qui invite aussi à s'interroger pourquoi associer le mythe de Pyrame et Thisbé avec ce temps de tempête. Alors ça suppose déjà relater la fable, auquel cas on ne comprend pas le tableau. Il est essentiel de rappeler la fable, les temps de cette histoire tragique d'amour qui conduit à la mort, comme on le voit au premier plan. Alors amour aveugle, je disais que ça illustre l'amour aveugle dans les deux sens du terme, aveugle dans le premier sens. Pourquoi aveugle, amour aveugle ? Parce que Pyrame et Thisbé, ces deux jeunes gens, appartenaient à l'aristocratie de Babylone. Vous avez Babylone à l'arrière-plan, ce sont deux Babyloniens qui vivaient l'un et l'autre dans des palais, et palais mitoyens. Mais leurs parents étaient hostiles à cet amour, et leur amour était né d'une fissure en quelque sorte. Une fissure, vous voyez, qu'est-ce à dire, cette fissure dans leur jardin, un mur, évidemment coupait de moitié leur jardin. Ils avaient profité de la fissure d'un jardin pour entretenir cet amour. Mais ils ne s'étaient jamais vus. Vous voyez, amour aveugle, ils ne se voient pas, mais quoi qu'il en soit, ils profitent de cette lézarde pour converser et tomber amoureux de l'un de l'autre. Et un soir, Pyrame, le garçon, prend l'initiative et souhaite voir enfin celle qu'il aime, qu'il croit en tout cas aimer de l'autre côté du mur, Thisbé. Et donc il donne rendez-vous aux abords de la ville, c'est ce que représente ici Nicolas Poussin, Babylone à l'arrière-plan, les abords de la ville, et il lui donne rendez-vous au pied d'un mûrier aux abords de Babylone. Thisbé arrive la première, sur les lieux du rendez-vous, Pyrame n'est pas encore arrivé, mais elle voit dans la nature un lion, une lionne enragée, furieuse, elle s'effraie, vous voyez, de cette lionne qui venait en l'occurrence d'abattre une bête, une lionne ensanglantée, elle s'enfuit et dans sa fuite, elle perd son voile. Ici, Nicolas Poussin représente, vous voyez, le voile de Thisbé. Premier temps de l'histoire. Deuxième temps, Pyrame arrive sur les lieux du rendez-vous, au pied du mûrier, aux abords de Babylone. Thisbé n'est pas là, il voit un voile à même le sol, un voile ensanglanté, il comprend. Il comprend que Thisbé a été dévoré par un lion, il se sent coupable, ne conçoit pas de survivre à la mort de celle qu'il a aimée, et donc il décide de mourir et de se suicider. Et donc Nicolas Poussin va représenter, vous voyez, le corps mort de Pyrame, la dague, il se pointe dans le cœur cette dague, le sang coule, très beau détail, vous voyez, de ce corps morbide, vert, duquel s'écoule le sang. Deuxième temps de l'histoire. Troisième temps, Thisbé veut vraiment retrouver celui qu'elle aime. Elle revient sur les lieux du rendez-vous en espérant que la lionne est partie. Elle retrouve à même le sol le voile qu'elle avait perdu, mais ce voile désormais ensanglanté, puisque la lionne s'en était emparée, tachée de sang. Elle voit le corps d'un jeune garçon mort, et elle comprend la méprise, elle comprend que ce jeune garçon, c'est Pyrame, qu'il s'est suicidé croyant qu'elle était morte. Elle-même se sent responsable de cette mort, et donc elle va également se suicider. Il y a donc amour tragique, c'est Roméo et Juliette, amour terrible, mais amour qui conduit à la mort. Alors évidemment, c'est une réflexion sur l'aveuglement de la passion, parce qu'ils ne se sont jamais vus, ils tombent amoureux contre l'avis de leurs parents, ils se laissent emporter par leur passion, et d'ailleurs, vous avez toute une série de successions
d'objets infortunés qui les amènent à la mort. Mais ils auraient pu comprendre que ces objets, que ce voile n'était pas nécessairement le symbole de la mort de Thisbé, mais simplement un voile qu'elle a perdu. Lui, dans sa passion, il voit le symbole même de la mort. Vous voyez, c'est dire à quel point ils sont prisonniers de leur passion, que cette passion les rend aveugles, et que cet aveuglement, précisément, va les amener jusqu'à la mort. Vous voyez, donc, histoire terrible, tragique, où l'amour et la mort sont associés, et à l'arrière-plan, vous avez ce paysage de tempête très curieux. Pourquoi, vous voyez, représenter cet arrière-plan de tempête, le vent souffle, l'orage gronde, vous voyez, donc vous avez l'éclair qui vient de frapper un arbre, l'arbre se brise, donc c'est un paysage bruyant, vous voyez, l'artiste veut faire ressentir, vous voyez, le souffle du vent, la rumeur, le grondement. Pourquoi donc cette tempête? La tempête des éléments évoque aussi la tempête des passions. Il y a écho en quelque sorte entre le drame intérieur et la nature qui se déchaîne. Et au cœur de cette composition, un élément singulier qui a passionné les historiens de l'art, une singularité iconographique, agitation, mouvement, drame, passion, mais au centre de la composition, un lac totalement calme. Lac de cristal, vous voyez, insensible. Ce lac, vous voyez, semble être étranger à la tempête qui se déroule autour de lui, étranger aussi à la passion, à la tragédie qui se déroule également au premier plan du tableau. Qu'est-ce à dire que ce lac? C'est une invitation philosophique de Nicolas Poussin. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est traverser la tempête. Comment traverser la tempête? C'est se méfier aussi des passions amoureuses, se méfier de l'aveuglement, de ces passions qui parfois nous trompent et nous amènent à la mort. Il faut savoir justement contenir, être sage. J'insistais sur la date de ce tableau, 1651, Poussin est âgé, il médite aussi sur le temps de la mort, sur la nécessité aussi d'affronter les défis, les fureurs de la déesse Fortuna, de la Providence, vous voyez, qui va effectivement vous soumettre à des exercices, en quelque sorte, à des souffrances. Il faut savoir résister à ces temps de souffrance, résister aux passions et rester calme comme le lac pour atteindre en quelque sorte les rives de l'au-delà. Vous voyez, donc tableau sombre, funeste, mais c'est en même temps aussi un tableau philosophique qui vous invite à méditer sur le danger des passions et à savoir rester calme comme le lac face à la fureur de la nature. Alors, parmi les tableaux les plus mélancoliques, mais les plus merveilleux, les plus touchants de Poussin, il y a incontestablement La Cis et Galatée de Dublin. Moi, c'est à titre personnel vraiment l'un de mes tableaux préférés. Il montre d'abord deux amants, vous voyez, adolescents, un peu timides, un peu maladroits, qui sont perdus dans leur amour, en train de se caresser, et vous voyez les deux amours qui lèvent le drapé pour les isoler du monde, vous voyez, ils sont seuls au monde, étant amoureux, et là il y a un silence, une tendresse, une mélancolie, et de l'autre côté il y a au contraire, et par contraste, la fête des sens, parce que c'est une Néréide, Galatée, merveilleusement belle Néréide, et vous avez d'autres Néréides et des Tritons qui font la fête au milieu des vagues, et là c'est la fête des sens, c'est l'exaltation des sens, donc ça fait contraste avec le côté plus restreint de la scène principale, et surtout dans la partie haute, vous voyez, partiellement plongé dans l'ombre, vous avez le Cyclope, le monstre, le Cyclope Polyphème, qui lui est amoureux fou de Galatée, mais évidemment c'est un monstre, c'est un amour sans retour, et il est du coup replié sur lui-même, replié sur sa douleur, et il joue de la flûte de Pan. Et lorsqu'on est face à ce tableau, on est frappé par le contraste, par sa tristesse, on croit entendre le son grêle de la flûte de Pan, et on pressent une menace. Il y a mélancolie, mais il y a aussi l'ombre de la mort, cette menace car l'épisode suivant, dans le récit des Métamorphoses d'Ovide dont Poussin s'inspire, raconte que après la tristesse, il y aura le déchaînement de la fureur, et donc le Cyclope va tuer son rival en l'écrasant sous un rocher. Donc on sait que l'aboutissement de cette scène si belle, si mélancolique, c'est la mort.
Omnia vincit amor, il s'agit de la dernière section de l'exposition. Donc pourquoi cette citation latine qui signifie « l'amour vainc tout ». Alors c'est une citation tirée d'un texte majeur de la poésie antique, les Bucoliques de Virgile, le 10e églogue des Bucoliques. Alors pourquoi effectivement cette expression a eu tant d'importance à la Renaissance et au XVIIe siècle? C'est une expression extrêmement citée, aussi illustrée par des artistes, pas seulement Nicolas Poussin, de nombreux artistes ont illustré ce thème de la toute-puissance de l'amour. Il faut savoir que évidemment cette expression vient traduire une conception néoplatonicienne de l'amour. L'amour qui régit le monde, qui organise le monde, qui donne de la cohésion au monde et qui donne sens au monde. Vous voyez, cet amour qui est un élément structurant du monde. L'amour régit l'intégralité du monde, elle domine les faibles, mais elle domine également les puissants, elle soumet les mortels, mais également les divinités. Tout le monde est sous l'empire de l'amour, personne n'échappe à l'amour. Et donc méditation sur la toute-puissance de l'amour, et Nicolas Poussin le traduira tout au long de sa vie. Une de ses premières œuvres, arrivée à Rome, de quoi est-il question? La toute-puissance de l'amour. La dernière œuvre de sa vie, moment où il va en quelque sorte abandonner son pinceau, de quoi est-il question? La puissance universelle de l'amour. Il ne cesse de traiter ce sujet tout au long de sa vie, et comme je le disais, donc l'un des sujets qui lui tient à cœur et qui sera le dernier thème, le dernier tableau qu'il réalisera en peinture, c'est les amours d'Apollon et Daphné. Et alors quel est le lien à nouveau avec Apollon et Daphné et la puissance universelle de l'amour? Ici, il ne s'agit pas de son dernier tableau, mais l'un de ses premiers tableaux à Rome, un tableau un peu plus vers 1626 ou 27, tableau qui illustre les amours d'Apollon et Daphné. Apollon, le dieu de l'harmonie, le dieu de la poésie. Daphné, ici, cette nymphe qui ne veut pas se donner à Apollon. Alors quel est le rapport avec la puissance de l'amour? Parce que, alors selon le récit d'Ovide, à nouveau, il s'agit des fables, des métamorphoses d'Ovide, première histoire d'amour des métamorphoses, comme cela a été souligné. Apollon se croit supérieur à l'amour. Il se croit supérieur, il se moque de l'amour. Et Cupidon lui dit, mais Apollon, évidemment, tu es une divinité essentielle, tu es le dieu de l'harmonie, le dieu de la paix, le dieu de la poésie, mais sache que aussi petit suis-je, je te domine. Et donc, je vais te le prouver, et donc, que va faire Cupidon? Il va s'armer de son carquois, d'une flèche, et il va décocher une flèche contre ce dieu pour qu'il tombe amoureux de la belle Daphné, mais cette Daphné, elle, n'aime pas Apollon et elle ne l'aimera jamais, elle refuse de se donner à Apollon. Et pour échapper au désir d'Apollon, que va-t-elle faire? Elle va vouloir être transformée, elle va vouloir être métamorphosée en laurier pour échapper à l'ardeur amoureuse d'Apollon. Et donc Apollon, désespéré, vous voyez, se saisit de ce corps qui est en train de se métamorphoser, il est amoureux de Daphné. Quelle est la morale de l'histoire? Vous voyez, il souffre, il s'est laissé emporter par sa passion. Qui domine le monde? Ce n'est pas le dieu, ce n'est pas Apollon, c'est Cupidon, vous voyez, qui est tout-puissant. Donc Poussin, vous voyez, très tôt, met en scène la toute-puissance de l'amour, comme il le fera à la fin de sa vie, vous voyez, lorsqu'il va aborder ce dernier tableau, cette ultime méditation au temps de la mort, les amours non réciproques de Daphné et d'Apollon. La toute-puissance de l'amour. Alors, une petite précision concernant, évidemment, cette très belle phrase latine, amor omnia vincit amor. Je disais que c'est un extrait, une citation de Virgile, mais ça suppose rappeler peut-être le contexte dans lequel Virgile a mis en vers, vous voyez, cette très belle phrase. Virgile, dans la 10e églogue des Bucoliques, relate les amours de l'un de ses amis. Gallus est amoureux de Lycoris. Gallus est un poète également, ami de Virgile, et il est éperdument amoureux de Lycoris, très belle femme. Il se laisse emporter par cette passion, une passion réciproque. Gallus et Lycoris s'aiment, mais la belle Lycoris finalement sera un peu fatiguée de Gallus et elle ne va plus l'aimer, elle va aimer un autre homme. Il est désespéré, absolument désespéré, et c'est la femme qu'il aime plus que tout. Il ne veut pas céder à cet amour, mais quoi qu'il en soit, Lycoris n'aime plus Gallus. Déchirement, tristesse, mélancolie, souffrance, et il va chanter son désespoir amoureux dans la nature. Vous voyez, donc Virgile, avec des très beaux vers, va, avec tout l'art poétique, exprimer la souffrance de Gallus dans la nature. Vous voyez, il va chanter son désespoir, sa souffrance, et les divinités vont venir le voir, Apollon, mais aussi les divinités rustiques, Pan, lui dire, mais Gallus, oublie cet amour, renonce à cet amour, il faut penser ta souffrance pour apprendre à revivre. Gallus dit,
Non, je préfère ne pas oublier celle que j'ai aimée, je préfère souffrir et avoir aimé que d'oublier celle que j'ai aimée. Et je préfère mourir d'amour que de renoncer à l'amour que j'ai ressenti. D'où cette phrase, il dit voilà, l'amour vainc tout, omnia vincit amor, et il ajoute, et il faut ne pas l'oublier parce que cette séquence, on la coupe toujours, mais elle est essentielle, et il ajoute et nos quedamus amori. Et nous-mêmes, c'est-à-dire nous autres, vous-même, nous devons céder à l'amour. Les amours de Mars et Vénus, un tableau conservé au musée du Louvre. Il faut savoir que c'est une redécouverte. C'est un tableau qui est resté longtemps dans les réserves du musée du Louvre, tout simplement parce qu'on considérait que ce tableau n'était pas de Nicolas Poussin. Tableau dans l'esprit de Nicolas Poussin, mais quoi qu'il en soit, un tableau qui ne pouvait pas être de Nicolas Poussin en raison même du sujet. Vous voyez, ce sujet presque trivial, les amours de Mars et Vénus, avec un élément même de vulgarité, j'y reviendrai. Un tableau, vous voyez, qui ne peut pas appartenir à l'œuvre de Nicolas Poussin, et c'est Pierre Rosenberg qui a le courage de réattribuer très récemment ce tableau, et à juste titre, à Nicolas Poussin. Alors, tableau étonnant, très singulier, j'insiste évidemment sur cette singularité qui explique la raison pour laquelle effectivement on refusait de voir dans ce tableau une œuvre possible de Nicolas Poussin. Vous voyez, parce que tableau trop érotique, tableau trop audacieux, tableau presque ludique et voire même vulgaire. Vous voyez, donc c'est le Nicolas Poussin de jeunesse. Nicolas Poussin arrive à Rome en 1624. Très rapidement, effectivement, il va faire de son pinceau le pinceau de l'amour. Vous voyez, le pinceau, il va chanter les beautés du corps, les désirs, la volupté. Et autre thème, lui, qui l'intéresse bien entendu, c'est les amours de Mars et Vénus. Pourquoi ce thème est important? Pourquoi traduit-il aussi à nouveau la toute-puissance de l'amour, l'universalité de l'amour, la domination de l'amour? Parce qu'ici, vous avez une Vénus victorieuse. Vous voyez, Vénus, la déesse de la beauté, la déesse de l'amour, elle aime, plus ou moins d'ailleurs, Mars, c'est son amant. Et qui est Mars? L'homme fort, musclé, beau, c'est l'homme de la guerre, vous voyez, c'est l'homme armé. Vous avez ici son casque, vous avez son épée, vous avez son bouclier. C'est l'homme de la puissance, le valeureux militaire, vous voyez, qui n'a peur de rien. Et cet homme, fût-il très beau, fût-il très fort, vous voyez, se laisse emporter par sa passion. La déesse de la beauté, la déesse de l'amour, vous voyez, est supérieure, vous voyez, à la guerre et aux armes. Et on voit très bien qu'ici, ce Mars est totalement donné à Vénus. C'est elle qui le domine. Vous voyez, il tente de la séduire, mais c'est elle qui est puissante. Elle est allongée, elle lève le bras, lui est contre elle, il s'approche d'elle, il fait un geste de caresse sur le menton. Il faut savoir que dans la tradition iconographique, depuis la Renaissance, ce geste est un geste extrêmement érotique. Il a perdu sa connotation aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'est un geste d'intention sexuelle. Vous voyez, donc il est en train de lui dire qu'il la désire. Et donc c'est lui qui est le demandeur. Elle, vous voyez, elle est là, victorieuse, puissante, et au-dessus de sa tête, vous voyez, elle fait un geste. Qu'est-ce à dire ce geste? Vous voyez, c'est le geste des cornets. C'est un geste, c'est une insulte. Elle est en train de dire que ce valeureux, cette divinité de la guerre, il est cocu. C'est un cocu, elle se moque de lui, vous voyez, donc Poussin peut-il utiliser un élément iconographique aussi vulgaire? Oui, il peut le faire. Quand il arrive à Rome, il s'amuse, vous voyez, en quelque sorte, à traduire la toute-puissance de l'amour avec des formes ludiques, des formes voire même vulgaires. Pourquoi est-il cocu? Pourquoi dit-elle que son amant est cocu? Parce que vous avez un autre homme, et effectivement, c'est celui qu'elle aime plus que tout. Alors, où est cet homme? À l'arrière-plan, le dernier plan, vous avez une petite figure, un jeune homme, vous voyez, accoudé, un lévrier, ici un corps, une lance, de toute évidence Adonis. C'est Adonis qui est ici, c'est celui qu'elle aime le plus. Et vous avez à côté aussi, à ses côtés, un petit amour qui est en train de transmettre à Adonis une missive. C'est une lettre d'amour. Vous avez compris d'où vient cette lettre? C'est Vénus, bien entendu, qui est en train d'envoyer une lettre d'amour à ce futur amant, à Adonis. Et donc, de quoi est-il question? De la toute-puissance de Vénus. Vénus, elle domine le monde, elle régit le monde. C'est elle, vous voyez, qui contribue à cette beauté. Elle nourrit la nature, elle nourrit l'inspiration des grands peintres, des grands poètes. Elle soumet les hommes, elle soumet même la divinité de la guerre, et elle se moque de lui. C'est pour vous dire à quel point elle est puissante, et déjà, alors même qu'elle a un amant dans ses bras, elle pense à un autre amant. C'est pour vous dire que, vous voyez, les hommes sont pour elle des amusements. Donc, mais il faut avouer que cet autre homme, Adonis, elle en sera très très amoureuse, et lorsqu'il malheureusement il va lui aussi mourir, elle va
pleurer sa mort. Donc c'est une Vénus, vous voyez, toute puissante, qui domine le monde, mais qui elle-même aussi, évidemment, peut tomber éperdument amoureuse de ce beau garçon qu'a été Adonis. Vous voyez, Poussin arrive à Rome, il y a un tableau vers 1625, vous voyez, les premiers mois de Nicolas Poussin à Rome, il s'amuse, vous voyez, à réfléchir sur la toute-puissance de l'amour, avec un sens ludique, avec un sens de l'humour aussi, il y a une dimension humoristique dans ce tableau. Et son dernier tableau, vous voyez, le tableau où il est question à nouveau, cette fois-ci du mythe de Daphné et Apollon, question à nouveau de la toute-puissance de l'amour, mais cette fois-ci un amour beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus médité, où la mort est présente, où l'amour amène à la mort, mais quoi qu'il en soit, c'est l'ultime méditation de Nicolas Poussin. Il veut rappeler que quoi qu'il en soit, l'amour contribue à la cohésion du monde, l'amour est universel, l'amour est tout-puissant, et c'est ce qu'il faut retenir de cet amour, sa puissance qui contribue au mouvement du monde, à la mort des choses, à la mort des êtres, mais aussi à leur résurgence, au renouveau continuel. L'amour, la mort, mais à nouveau l'amour et la vie. Là, nous sommes avec l'ultime chef-d'œuvre de Poussin. C'est une composition extraordinairement émouvante, car le dernier tableau peint est laissé inachevé par l'artiste. Donc on est à un moment où, d'une part, le paysage prend de plus en plus d'importance dans son œuvre. On l'a vu avec l'immense Pyramétis B de Francfort. Ici, de nouveau, vous voyez, les personnages, divinités, sont absorbés par cette nature et posent la question d'ailleurs de la place de l'homme et des dieux au sein de la nature, qui fait partie des ultimes méditations de Poussin, mais surtout, on est à un moment où l'artiste est marqué par l'âge, par la maladie aussi, il a la main vraiment tremblante. C'est particulièrement visible sur les dessins, vous voyez le trait qui est interrompu, qui zigzague, il n'arrive plus à maîtriser sa main, et on le voit également sur les peintures où il n'arrive plus à poser les touches, il n'arrive plus à avoir la précision voulue. Chaque coup de pinceau lui demande un effort, et il fait cet effort. Et on le voit, on le surprend en regardant, en s'approchant de ce tableau, en train de lutter avec lui-même, en train de lutter avec la maladie pour produire un tout dernier chef-d'œuvre. Donc c'est quelque chose, il faut s'arrêter, il faut regarder le tremblement de la main. Claude Lévi-Strauss disait « ce tremblement de la main, c'est un tremblement du temps », une très belle formule, très poétique, et pour une composition qui de nouveau illustre la puissance absolue de l'amour dans le monde. L'amour, c'est la force qui maintient la cohésion du monde, c'est une vision du monde que Poussin porte. L'amour règne sur les hommes comme sur les dieux, et là c'est le dieu Apollon, le dieu de l'inspiration artistique, de la création artistique, qui est lui-même sujet à l'amour, et c'est le premier amour dans l'ordre du récit des métamorphoses. Donc c'est l'amour archétypal qui va ensuite se répéter 1 million de fois pour faire suivre le temps des dieux et le temps des hommes, le temps des métamorphoses, et ce tableau est construit entre cet Apollon qui paraît accablé et l'objet de son amour qui est Daphné, qui se refuse à lui. Vous voyez, elle est en train d'enlacer son père, le dieu fleuve Pénée, et il y a un immense espace vide au centre du tableau entre les deux protagonistes. Et donc c'est encore, et au milieu de cet espace vide, il y a un corps mort, donc la mort est encore présente au cœur du récit, au cœur de la composition, mais on a de nouveau une vision très mélancolique, très triste d'un artiste qui est arrivé évidemment au bout du parcours, et on le lit dans ses lettres, sa toute dernière lettre, il écrit « Je n'ai plus maintenant qu'à poser mes pinceaux, je n'ai plus maintenant qu'à mourir ». Donc on est vraiment, voilà, l'artiste face à la mort qui livre son ultime chef-d'œuvre. Alors Poussin est un génie absolu, c'est finalement le message de cette exposition et de bien d'autres qui ont été consacrés à l'artiste et qui vont encore lui être consacrés. Ici nous avons évidemment voulu traiter un aspect moins connu qui montre un peintre amoureux, un peintre qui est véritablement peintre, et qui a donc l'amour de la peinture, l'amour de la matière, cette sensualité, c'était très important, mais il y a eu bien d'autres expositions ayant l'ambition de cerner un aspect du génie de Poussin. Il y a eu Poussin et la nature, thème
tellement important dans l'art de Poussin, le paysage, la nature elle-même. Il y a eu Poussin et Dieu, que nous avions eu la chance avec Michael d'organiser il y a quelques années au musée du Louvre, c'est-à-dire la spiritualité à l'œuvre dans l'art de Poussin. Il y a eu Poussin et tant d'immenses maîtres, Poussin et Cézanne. Richard Verdi, le grand spécialiste anglais, était fasciné par la comparaison de ces deux grands génies, et tant de génies ont été fascinés par l'art de Poussin. Citons Delacroix, citons Degas, citons Bacon, citons Picasso. Ludmilla va vous parler de Poussin et de Picasso, et c'est un sujet en soi. Donc vous voyez, il y a tant de facettes au génie de Poussin, car précisément c'est l'un des plus grands génies de la peinture, pour moi le plus grand. Et ça veut dire que Poussin est un univers évidemment difficile, il y a une mythologie, il y a un monde dans lequel il faut pénétrer, c'est le premier pas qui est difficile, mais une fois que vous avez fait ce premier pas, vous êtes captivé par cet univers, car tout génie propose un univers fascinant, un univers de beauté qui vaut vraiment la peine de découvrir. À l'issue de la visite de l'exposition Poussin et l'amour, vous êtes invité à visiter une autre exposition, une exposition dossier intitulée Picasso, Poussin, Bacchanal, qui a été conçue par Sylvie Ramon, qui est directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, et par Zoé Marty, qui est conservatrice au Musée d'Art moderne de Saint-Étienne, comme un prolongement à l'exposition Poussin et l'amour, qui permet d'explorer l'impact que l'œuvre de Poussin a pu avoir sur la production de Picasso, dont on sait qu'il était très féru de l'art des maîtres qui l'ont précédé. Et cette exposition dossier prend appui sur une œuvre, une copie, que Picasso a réalisée en août 1944, donc à la veille de la libération de Paris, d'après un tableau qui était alors attribué à Nicolas Poussin, ce tableau qui est conservé au musée du Louvre, Un triomphe de Pont, dont l'original est au musée à la National Gallery de Londres. Il s'agit dans cette exposition d'explorer les ressorts de la création de Picasso, donc au prisme de celle de Poussin. Pour poursuivre ou préparer votre visite au Musée des Beaux-Arts de Lyon, vous pourrez lire un catalogue très riche avec 11 essais de poussinistes du monde entier, des notices pour chacune des œuvres présentées, donc un catalogue qui est paru aux éditions Infine. Alors vous avez jusqu'au 5 mars 2023 pour visiter l'exposition. Nous espérons vous y voir nombreux pour découvrir ces aspects méconnus de l'œuvre de Nicolas Poussin.